Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Il ne faut plus avoir un bon salaire, mais un excellent salaire. Une étude de la start-up Virgile, qui propose une solution d'aide à l'accession à la propriété, montre que pour acheter dans la capitale, un primo-accédant doit gagner en moyenne 97 490 €, sans compter bien évidemment l'apport de 10% qui est devenu impératif. Nous sommes en compagnie d'une des voix de Sud Radio, Corinne Joly, présidente de Particulier à Particulier, que vous retrouvez régulièrement le samedi matin dans On parle IMO avec Marc Ezrati et sa bande. Corinne Joly, bonjour. Bonjour. Alors, gagner 100 000 € par an pour acheter 40 mètres carrés à Paris, je vais poser une question un peu provoque, à qui la faute? Il n'y a pas forcément une faute. Paris souffre de la centralisation du pays, c'est-à-dire que il y a tellement d'écoles, il y a tous les ministères, il y a tous les médias, donc c'est très compliqué. Il y a énormément de sièges sociaux d'entreprises, donc en gros, Paris regroupe énormément des plus hauts salaires de France, et les plus hauts salaires de France, ça fait monter les prix immobiliers. Donc voilà, ça c'est la faute, on va dire, à la centralisation du pays. Alors justement, selon la start-up Virgile, il faut gagner environ 97 490 €, c'est très précis. Moi j'ai fait le calcul, ça fait 8 100 € bruts par mois, ça fait un salaire entre 6 000 et 6 500 selon la mutuelle qu'on a, etc. Ça fait partie des 3% des Français les plus riches. Corinne Joly, est-ce que les quartiers populaires, ça existe encore ou est-ce que ça va disparaître à Paris ? Alors déjà, il faut quand même compléter le tableau en rappelant qu'à Paris, il y a aussi des logements sociaux. Il y en a environ 20%. Donc voilà, il y a en plus de ça, Paris, faut jamais oublier que c'est surtout une ville de locataires. Alors comme beaucoup de métropoles aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à Paris, il y a 2/3 de locataires, ce qui signifie que Paris est avant tout une ville d'investisseurs. Ensuite, pour compléter encore, il y a beaucoup de gens qui achètent à Paris sans toucher le revenu que vous venez de citer là. Tout simplement parce que ce sont les gens qui sont déjà propriétaires à Paris. C'est-à-dire qu'en fait, Paris est une ville où il n'y a pas beaucoup de nouveaux acheteurs qui rentrent sur le marché. C'est une ville qui tourne en rond. Ceux qui ont acheté à Paris il y a 30 ans, en revendant leurs biens actuels, peuvent racheter un autre bien, puisque finalement, voilà, la valeur de leur bien d'il y a 30 ans a évolué aussi. Donc en fait, Paris est surtout une ville en vase clos dans laquelle on ne peut pas rentrer quand on est propriétaire, à moins d'avoir le salaire que vous venez de dire. Mais au final, les primo-accédants à Paris, c'est vraiment une minorité d'acheteurs. C'est une minorité d'acheteurs. Sur les 20 dernières années, les prix de l'immobilier, c'est fou, ils ont augmenté à Paris de 194%, 160% pour la petite couronne et 114% pour la grande couronne. Alors vous l'avez dit, c'est très juste, il y a les grandes écoles, il y a les sièges sociaux, les boîtes du CAC 40, etc. Mais comment est-ce que les franciliens arrivent encore à vivre avec des salaires qui augmentent quand même très modérément, une inflation qui a explosé depuis un an et les prix de l'immobilier ? La plupart, déjà, s'éloignent de leur lieu de travail. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de franciliens veulent quitter l'Île-de-France. En général, ils restent pour leur emploi parce que c'est vrai qu'en Île-de-France, c'est assez classique d'avoir 45 minutes à 1 heure de transport pour rejoindre son travail. Aller et retour. Aller et retour, matin et soir. Donc, c'est sûr que ça fait beaucoup. Alors, depuis la crise sanitaire, il y a quand même le télétravail qui a un peu changé la donne et qui a un peu allégé cette contrainte. La conséquence, c'est qu'on s'éloigne encore plus. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les navetteurs. Donc les navetteurs, ce sont des gens qui prennent vraiment le train tous les jours pour venir de Tours, d'Orléans, parfois de Lille. Donc on va dire que l'agglomération parisienne, aujourd'hui, elle s'étend même au-delà des frontières de l'Île-de-France. Voilà, c'est la solution numéro 1, l'éloignement de Paris. Quand on veut devenir propriétaire, c'est souvent la seule solution. Corinne Joly, est-ce qu'on constate la même chose, que les villes deviennent des endroits pour riches, à Lyon, à Marseille, à Toulouse, à Bordeaux, à Strasbourg, dans les grandes métropoles de province, puisqu'avec PAP, vous couvrez toute la France? Alors ce qu'on constate, c'est un peu vrai, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on constate surtout qu'aujourd'hui, dans la plupart des métropoles, il y a une majorité de locataires. À Lyon, il y a 2/3 de locataires. À Bordeaux, il y a 2/3 de locataires. Donc en fait, on constate surtout que ce sont des villes dans lesquelles on vient quand on est jeune et qu'on a envie d'être, on va dire, au cœur de l'action ou à proximité d'un bar. Il y a toujours une rue de la soif dans les grandes métropoles. Et ensuite, on se met en couple, on fait des enfants, et là, on quitte la métropole pour devenir propriétaire d'un endroit où il y a plus d'espace. C'est surtout ça aujourd'hui qui est en train de se produire. Il y a donc
peu de métropoles aujourd'hui. Nice en fait partie. Nice a encore 50% de propriétaires. Marseille, il y a aussi un peu plus de propriétaires, mais c'est vrai que dans la plupart des métropoles, on est surtout aujourd'hui à 2 tiers de locataires, ce qui d'ailleurs explique un ensemble de politiques, parce qu'aujourd'hui, ce sont aussi des mairies souvent. Beaucoup de métropoles ont des mairies à gauche Oui, qui écologistes appliquent. notamment pour les grandes villes comme Lyon, Bordeaux. Exactement, qui mettent en place des dispositifs auxquels les locataires tiennent évidemment, comme l'encadrement des loyers. Aujourd'hui, Bordeaux est concerné, Montpellier est concerné, Lyon est concerné, parce que ce sont des villes de locataires en fait, et donc en face des villes d'investisseurs, c'est-à-dire que des personnes qui vont s'éloigner et mettons acheter dans la banlieue de ces villes-là peuvent des fois acheter au bout d'un moment un studio dans la métropole qu'ils vont mettre en location. Voilà la dynamique du marché. Et est-ce que la hausse des taux d'intérêt peut faire baisser les prix? Parce que la hausse des taux d'intérêt, ça baisse la capacité d'endettement, comme ça augmente les mensualités. Alors ça a déjà commencé. Les métropoles aujourd'hui, les prix sont légèrement en train de baisser. Ils baissent beaucoup moins que ce que la hausse des taux d'intérêt ne pourrait laisser penser. Mais ça a quand même déjà commencé parce que la hausse des taux d'intérêt, donc évidemment, elle réduit vos capacités d'emprunt, donc les possibilités de financement. Il ne faut pas oublier qu'elle joue aussi énormément sur le volume, c'est-à-dire qu'il y a moins de personnes qui veulent acheter en ce moment parce qu'ils sont exclus du crédit. Vous en avez parlé en introduction, mais il y a aussi la question de l'apport personnel qui est très Oui. compliqué. Vous avez dit que les banques, elles demandaient 10%. Vous êtes assez généreux. En ce moment, on est souvent à 20-25. Donc, pour acheter dans une métropole, c'est quand même très compliqué. Donc, ça réduit le volume. Donc là, le marché est quand même gentiment en train de ralentir, mais il n'est pas du tout non plus en train de s'effondrer. Parce que pour les investisseurs, même si c'est compliqué, ça reste des valeurs assez sûres. La demande locative, elle est extrêmement haute en ce moment, donc il y a une très forte tension sur ces marchés-là. Donc si vous investissez dans une ville, dans une métropole, vous êtes à peu près sûr de trouver un locataire. Et ça joue aussi. Merci beaucoup Corinne Joly, présidente de PAP particulier à particulier. Et on vous retrouvera, vous, Laetitia Caron, demain avec Marc Ezrati, c'est ça? Tout à fait, Laetitia. Eh bien écoutez, on embrasse Laetitia aussi.